Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le supplément de Tech Café. On vous donne des infos complémentaires issues de notre veille et issues notamment de la veille de Guillaume Poggiaspala qui vous a concocté avec amour quelques infos supplémentaires. On ne voulait pas vous quitter en cette fin de semaine après l'épisode hebdomadaire sans vous avoir confié ces nouveaux petits sujets. Je suis donc, vous l'avez compris, Guillaume Vendée, je suis, là aussi vous l'avez compris, accompagné une fois de plus de Guillaume Poggiaspala. Comment vas-tu, Guillaume ? Mais ça va très bien. Épisode incroyable hebdomadaire que vous n'avez peut-être pas écouté, mais vous devriez aller vous ruer sur cet épisode précédent. On vous a parlé de GPT-4, notamment de plusieurs banques qui prennent très cher et du monde merveilleux de l'intelligence artificielle. On repart dans d'autres sujets divers et variés. Guillaume, pour ce petit supplément, on va vous aider à déguster votre croissant du dimanche matin ou votre promenade du samedi avec ces infos complémentaires, à commencer par Edith Guillaume, qui nous ressort un acteur d'outre-tombe, l'acteur qui était pressenti comme étant un service incroyable issu de la pandémie qui s'est écroulé assez rapidement. C'est Clubhouse, ce service de discussion en live. Je continue, moi, à avoir quelques spaces, des espaces de discussion vocaux s'animer sur Twitter, mais ça reste anecdotique, Guillaume. Oui, et que veux-tu, les modes viennent et s'en vont et nous demeurons. Voilà. C'est notre nouvelle devise chez Tech Café. On reste contre vents et marées. Tiens, voilà, encore une devise. C'est Devise Café. Ça va, si vous cherchez une devise, contactez-nous sur Discord et on fera un devis. On verra bien, on verra ça. Pour la facturation. Sinon, oui, la mode des salons de discussion en direct et en audio à la Clubhouse, donc ça semble plutôt bien derrière nous. Le pauvre Clubhouse, déjà, s'est fait copier de tous les côtés, même par Reddit, avec Reddit Talk. Et ben, ce même Reddit jette l'éponge sur ce service qui est trop cher. Alors, c'est pas trop une époque de vache grasse, de toute façon, pour la tech en ce moment. Donc, il semblerait que leur prestataire audio pour Talk va fermer. Donc voilà, plutôt que d'en chercher un autre et de renégocier farouchement les tarifs, mais pourquoi ne pas sauter sur l'occasion de faire des économies en abandonnant tout simplement le service, quoi, hein. Donc comme tout le monde, Reddit veut se recentrer, simplifier, streamliner, comme on dit, hein, pour retrouver une efficacité, tout ça. Donc Talk, c'est fini, mais bon, la voix a très certainement une place dans l'objectif final de Twitter, hein, de Reddit, pardon, la voix qui est de devenir la plateforme communautaire ultime. Voilà, alors évidemment, on peut faire plus vague, et si on peut essayer de faire plus vague comme affirmation, c'est le truc que dit Reddit, mais c'est déjà pas mal. Donc en gros, bon voilà, le gars venait de fermer la porte du bureau, il a lâché dans le couloir une sorte de ouais c'est important l'audio, hein, vachement même, hein. Puis voilà, il a pressé le pas vers le parking, et puis après il a fermé la portière, il s'est barré. Donc autre grosse tendance de ces années-là, donc le NFT, souviens-toi. Ces années-là, quand je dis ces années-là, maintenant ça voudra dire 2020-2021. Tu sais, okay. La pandémie, les mêmes stocks, tout ça. Période qu'on pourra raconter à nos petits-enfants si on survit aux canicules de 2040. Les NFT sont morts. Tu nous plombes à chaque fois l'ambiance avec tellement de talent, mais c'est validé. En tout cas, les NFT sont pas morts complètement, pas du tout, hein. La preuve, Starbucks en a vendu 2000 en 20 minutes. Voilà, ces jetons ne sont d'ailleurs ni plus ni moins qu'un programme de fidélité avec visite de plantation de café, hein. Voilà, ou cours de je sais pas quoi, de café. Bon, en tout cas, c'est important le café, c'est pas nous qui dirons le contraire. Café très important. Évidemment. Donc à $2000 le NFT, ça intéressera pas forcément le grand public non plus, mais bon. Bref, il y a toujours des gens qui se lancent. Ce qui est marrant, c'est que Starbucks se lance quand même très très largement après tout le monde. Mais bon, remarque, écoute, est-ce qu'il est trop tard ? Je sais pas, est-ce qu'il est jamais trop tard ? Sesame Street aussi va sortir des NFT, donc vous pourrez vous payer un NFT Cookie Monster, donc c'est d'une pertinence toujours assez discutable. La vogue est plus trop là, et la preuve, Meta va arrêter de supporter les NFT, donc leur vente, leur création sur Facebook et Instagram, pour être plus précis. C'est aussi sans doute une manière de faire des économies et de se recentrer, hein, voilà, comme Reddit, hein, finalement. Je voyais au passage que l'Opéra de Paris a fait l'ouverture des préventes pour qu'on puisse obtenir notre NFT de l'Opéra de Paris. Ils lancent eux aussi. Quoi c'est un flop, je pense. J'en sais rien, ils l'ont juste annoncé tel quel. Une collection avec évidemment beaucoup de choses autour des ballets, etc. Ouverture des ventes publiques, c'était cette semaine et le reveal sera le 21 mars. L'idée, c'est toujours la même chose, hein, c'est que le NFT en lui-même, on s'en fout. Qu'est-ce que ça t'apporte ? Et ben là, ça n'apporte rien. C'est de la collection. C'est génial. Il y a strictement aucune plus-value. On continue avec du scrolling qui se met en place sur Spotify. On n'aurait pas pensé à cette association improbable entre TikTok et Spotify, mais oui, ça mérite en tout cas qu'on le relaie, Guillaume. Oui, alors Spotify fait sa mue, n'est-ce pas, comme on dit fort poétiquement. Et comment se renouveler en ces temps économiquement éprouvants ? Des NFT ? Copiant... Non. De l'IA ? Non.
Alors de l'IA, oui, des NFT, je suis pas sûr, mais de l'IA certainement. Mais ce que tu peux faire aussi, c'est copier les apps qui marchent le mieux. Pas mal. Voilà, c'est les apps qui marchent le mieux, c'est pas mal. Et bon, bah qui sait qui marche le mieux, c'est TikTok. Donc copions TikTok. Alors ok, TikTok, c'est une plateforme de zapping de vidéos super courtes. Et Spotify, c'est une plateforme d'écoute de chansons qui font rarement moins de 3 minutes. Et voilà, ou de podcasts qui peuvent allègrement durer plus d'1 heure. Mais OSEF. Voilà, les gens aiment scroller, donc ils vont scroller. Le fait que TikTok soit un médium totalement visuel et Spotify un médium totalement audio, OSEF. Vous faites de la musique, de la bonne musique, il va falloir trouver un moyen de créer du visuel pour alimenter le scroll infini de Spotify, parce que juste le titre de la chanson sur fond gris, bon, ça va peut-être pas forcément très sexy. Pareil pour les podcasts, vous créez un épisode de qualité de 1h30, vous avez intérêt à booster le début parce que tout sera mis en œuvre sur Spotify pour que les gens puissent zapper le plus simplement possible. Pour voir si le suivant est plus sexy, justement, tu vois. Donc vous êtes prévenus, nous, on va mettre tout dans les premières minutes. C'est vrai. On va mettre les gros titres, les scandales, les blagues de cul, on va tout concentrer au début, et après, comme ça, on pourra se reposer, on pourra discuter sérieusement. On pourra mettre en avant Patreon pendant 1 heure, ce sera génial. Écoute, je sais pas si l'approche est si pertinente que ça quand même, parce que quand tu lances Spotify, on est d'accord, Guillaume, c'est pas pour y passer des heures, c'est pas parce que t'as envie d'aller faire de la découverte exacerbée. Ouais, je comprends moyen. Alors bien sûr, les bibliothèques, les playlists vont rester, mais Spotify fait un push vraiment lourdingue pour copier TikTok. Encore une illustration, comme ils ont énormément dépensé dans le secteur du podcast, ils peuvent pas vraiment faire marche arrière. Mais comme de notre côté, il n'y a pas grand-chose de moins TikTokable que des épisodes de podcast audio, ils vont faire le forcing sur les podcasts vidéo, bien sûr. Donc, parce que Spotify veut du visuel. Il veut du nom célèbre, il veut que ça claque. Alors, j'ai absolument rien contre les podcasts vidéo en eux-mêmes, évidemment. Absolument. Seulement, c'est pas du tout la même consommation. C'est pas la même production non plus, et c'est pas forcément les mêmes sujets. Bon, très personnellement, moi, les podcasts vidéo, c'est pas mon truc. Parce que j'aime la liberté que donne l'audio. L'audio pur, je fais toujours autre chose en même temps, donc je veux de l'audio pur. Dans une certaine mesure, un podcast audio respecte le temps limité dont je dispose. Si je veux de la vidéo, je vais sur YouTube, et je regarde rarement des trucs qui font 1h30 d'ailleurs, parce que j'ai pas le temps de me bloquer 1h30 sur forcément des vidéos. La vidéo, ça doit pas se décréter, tu vois, ça doit dépendre des sensibilités, des possibilités, des envies, des disponibilités des uns et des autres. Des créateurs comme des auditeurs. Que Spotify mette en place un scroll visuel pousse à mort sur la vidéo, c'est vraiment, à mon sens, essayer de faire rentrer des ronds dans des carrés, quoi. Et un grand coup de marteau, si besoin, tu vois. Surtout, c'est essayer d'aller contre sa nature pour reproduire quoi, en fait. Les effets néfastes de la concurrence, pour piéger le plus de gens possible pendant le plus longtemps possible sur ta plateforme, quitte à les faire zapper. Bon, je suis assez sceptique face à cette refonte de Spotify. Est-ce que ce serait pas un coup même à me faire revenir au vinyle ? Ah, écoute, la question mérite d'être posée parce qu'il a le vent en poupe, ce vinyle. Je suis très impressionné, moi qui n'ai pas du tout de platine vinyle, Guillaume, et qui n'ai encore moins de collection de vinyle. Pour moi, le vinyle, c'est le ciné. Enfin, ça m'évoque Michel Thor, tu vois, Michel Sardou jeune. Ça, voilà, c'est ça pour moi les vinyles. Et non, les vinyles, c'est vraiment un environnement de fou. Il y a qu'à aller à la Fnac pour se rendre compte à quel point les rayons sont remplis de vinyles. Et moi-même, je vais pas te mentir, Guillaume, j'ai offert des vinyles à des amateurs de musique. Le dernier vinyle que j'ai offert, c'est un vinyle d'Iron Maiden, d'un live. Et il faut reconnaître que, oui, c'est revenu clairement au goût du jour, bien plus que le CD. Est-ce que le son est plus rond et plus chaud tout ça Moi, non, je trouve pas du tout. Mais oui, bien sûr, le craquement du vinyle et la chaleur du média n'a rien à voir. Bon, honnêtement, j'en sais rien du tout, parce que je suis pas bon non plus là-dessus. J'ai pas de vinyle, et évidemment, c'était juste ce que j'ai dit était juste un prétexte à faire une habile transition qui devienne de moins en moins habile au fur et à mesure que les secondes passent, d'ailleurs, vers cette news qui concerne évidemment les ventes de vinyle en 2022. Parce que oui, la musique physique, la musique en plastique résiste. En 2022, elle a même rapporté 1,7 milliard de dollars rien qu'aux États-Unis. Et sur ce chiffre, c'est carrément le vinyle qui se taille la part du lion. Alors, bien derrière, on a le CD, il reste une part de autre, donc je sais pas trop ce que ça peut être, des cassettes, ça revient doucement, il paraît. Mais bon, seulement, alors c'est normal que les revenus vinyles soient supérieurs à ceux du CD, parce que voilà, ça c'est normal. Par contre, pour la première fois en 2022, c'est le nombre de vinyles. C'est le nombre de vinyles. Non mais en fait, le truc c'est que là, pour la première fois en 2022, le nombre de vinyles a dépassé le nombre de CD vendus. Parce qu'en fait, ce qui est rapporté par les vinyles, c'est plus, parce que les vinyles sont en général plus chers que les CD. Donc c'est pas étonnant qu'un chiffre d'affaires il soit devant. Mais cette année, c'est le nombre d'unités vendues qui est aussi à leur avantage.
Donc le streaming, ça représente quand même toujours 84% des ventes de musique. Hein. Et finalement, l'achat en dématérialisé de musique sous forme de MP3, voilà, des MP3 qui vous appartiennent, sur votre disque dur, lui, ne représente que 3% des revenus. Donc il n'y a pas de milieu en fait. Hein. Soit on stream tout, soit on achète carrément du physique. Mais bon, c'est vrai que se constituer une collection de MP3, pour l'instant, ça n'a pas beaucoup d'attrait. Après, évidemment, tout change en permanence. On parlait du possible retour des cassettes. Qui sait ce qui arrivera quand les nostalgiques des premiers iPods et autres baladeurs de créatives comme ça commenceront à se faire des compiles de MP3 aux petits oignons, tu vois, voilà, quand tu auras la nostalgie des années 2000, plutôt que la nostalgie des années 80 ou 90. Bon. Après, le vinyle, c'est peut-être pas forcément non plus qu'une histoire de nostalgie, hein, c'est vraiment une histoire de sensualité aussi avec l'objet, c'est un bel objet, avec des belles illustrations, il y a quand même une plus-value, si tu veux, il y a cette plus-value-là qui permet effectivement de défendre aussi le vinyle. Je n'ai pas personnellement par contre voilà, ne m'attaquez pas, je n'ai pas vraiment d'avis sur la qualité du vinyle par rapport aux qualités de CD ou qualité du FLAC ou quoi que ce soit. Mes oreilles ne sont pas assez pointues, je dirais. Moi, je suis pas un elfe, je n'ai pas des oreilles assez pointues pour savoir si c'est vrai ou pas. Je m'en réfère aux personnes qui ont les équipements et l'entraînement auditif. C'est pour vrai, le d'ailleurs, son, j'ai pas les équipements non plus, effectivement, probablement pour avoir un avis sur la très haute fidélité, le super hi-fi, là, les trucs, je sais même pas si j'ai des trucs certifiés super hi-fi, je sais même pas si j'arriverai à déceler la différence, peut-être. Ouais, j'ai des proches qui sont très mélomanes et qui affirment, et je leur fais confiance, percevoir une différence, et je suis ravi qu'il y ait des équipements qui rendent justice à la musique à la hauteur de leurs attentes, ça c'est une certitude, mais tu sais, au-delà de ça, la musique, moi vraiment je la consomme que en streaming, et si jamais vraiment il y avait un artiste pour lequel j'étais suffisamment engagé, que j'aimerais, en plus d'aller le voir en concert, j'aimerais m'approprier un album physique, franchement, je m'achèterais un vinyle aujourd'hui, même si j'ai pas de platine, hein, plutôt qu'un CD. Est-ce que tu seras en train de dire qu'on devrait sortir nos épisodes de podcast en vinyle ? Ah non, clairement pas. D'une part, les coûts de production seraient bien trop élevés et on y perdrait un gouffre financier, mais je pense que l'objet est beaucoup plus intéressant en vinyle qu'un NFT, quoi. Vraiment, s'approprier un vinyle pour une collection et un soutien à un groupe, je trouve que ça a beaucoup plus de sens. Bon, je compare un truc physique et immatériel, mais bon. Non, mais surtout, si tu veux, c'est... Enfin, ce que je comprends aussi, c'est que, mais ça c'est vrai aussi pour le CD, hein, c'est cette histoire d'avoir aussi le rituel, tu sais, tu as un rituel d'écouter de la musique pour écouter de la musique, pas juste de lancer un flux de stream. On me fait souvent ce retour-là aussi. Il y a une démarche, rituel, tu vas vers la musique, tu vas vers des objets qui sont beaux, que tu apprécies, tu fais la démarche d'aller vers eux, de les prendre, de les écouter, et parfois même tu ne fais que les écouter. Et ça, c'est une relation à la musique qui est qui est complètement différente d'une consommation, on va dire, plus lambda. Effectivement, et la dernière chose à ce sujet-là d'ailleurs, tu parles de ce rapport au rituel de l'écoute d'une musique, de s'installer un petit vinyle, j'imagine avec un petit café, un petit verre de vin, etc., un environnement un peu cosy chez soi. Franchement, l'image est idyllique. Je pense aussi qu'il y a un rapport à l'album assez différent. Probablement qu'on se réapproprie de manière forcée, hein, forcément, la construction d'un album, là où aujourd'hui on a plutôt tendance à consommer la musique sur un format de playlist, sur un format peut-être de recommandation. On sait que les morceaux de musique sont reconstruits pour être facilement intégré dans des playlists et tout de suite séduire l'auditoire dès les premières secondes, etc. Donc il y a un rapport à la musique. Tu sais qu'on est en train de s'auto-convaincre de racheter une platine vinyle. Là, effectivement. On essaierait de se convaincre l'un l'autre, on ne s'y prendra pas autrement, quoi. C'est magnifique. On va se faire un cadeau de Noël 2023. Ce sera pas une playdate. Et écoutez l'épisode hebdo pour savoir pourquoi, mais ce sera une platine vinyle. Bon, allez, on va mettre de côté la musique. On va mettre plutôt les deux pieds dans... Comment on dit déjà ? Les deux pieds... Non, pas les deux pieds dans le même sabot. Les deux... Bon, je connais plus l'expression, mais on va foncer à tête baissée dans le monde des réseaux sociaux pour parler... une fois de plus de Mastodon sans en parler, parce qu'il semblerait, d'après les dernières infos et les dernières rumeurs, que ni plus ni moins que Meta bosserait sur un concurrent à Twitter, mais décentralisé, Guillaume. Bah écoute, oui, c'est après Twitter, donc ils lancent Blue Sky, enfin c'est pas vraiment que Twitter a lancé Blue Sky, mais Blue Sky est financé par Twitter, c'est pour ça que je dis ça comme ça. C'est au tour de Meta de vouloir faire son propre Mastodon, nom de code P92. Donc P92 serait à terme une sous-marque, une marque Instagram, serait sous-marque Instagram en tout cas, et ça permettrait d'avoir un réseau fait de serveurs indépendants que chacun pourrait monter soi-même. On partagerait des textes, des vidéos, des photos. Bon bah ça ressemble à un clone de Mastodon en gros,
Et alors, par défaut, ça aurait probablement ton idée Instagram, peut-être du contenu, mais c'est pas certain. Il semblerait grosso modo que voilà, tout le monde veuille avoir tout simplement un truc sous le coude, au cas où Twitter se casse la gueule, tout simplement. Histoire de récupérer au passage une partie des utilisateurs. Voilà, c'est encore... Pour l'instant, on ne sait pas vraiment plus sur P92, on ne sait même pas si une seule ligne de code a déjà été écrite, mais bon, c'est clairement ce genre de stratégie. À partir du moment où Mastodon existe, que Meta veuille faire un concurrent de Twitter, je peux le comprendre, mais qu'il veuille en faire un truc décentralisé, franchement, je vois pas l'intérêt. L'intérêt d'un Meta, ce serait d'apporter une valeur de service, de plateforme, de communauté, d'un truc centralisé, des avantages d'un truc centralisé. Évidemment, il y a des inconvénients avec, mais je comprends pas. Pour moi, je comprends peut-être encore moins que la proposition de Spotify de TikTokifier son interface. Écoute, on va leur laisser là la paternité de l'innovation. À propos de TikTok, Guillaume, il est question désormais peut-être d'un fonctionnement de type paywall. Ben oui, écoute, on parlait de TikTok indirectement. Jusque-là, on va en parler directement. Voilà, face à face, les yeux dans les yeux, tu vois. L'attrape par le col. Mais oui, les yeux dans les yeux. Je sais que c'est difficile de détacher ces yeux de l'écran quand on est sur TikTok. Non, scrolle pas, allez, arrête, ne scrolle pas, arrête, ne te lance pas. Bref, les vidéos sur TikTok sont complètement... tout le monde est accro aux vidéos TikTok, souvent aussi parce qu'elles sont courtes. Donc en théorie, les vidéos peuvent aller jusqu'à 10 minutes, mais si on regarde sur les sites qui donnent des conseils pour avoir du succès sur le réseau, la durée optimale d'une vidéo sera entre 15 et 30 secondes. Donc pour les vidéos informatives, ça peut aller jusqu'à 60 secondes. Donc en gros, si t'es à 1 minute 30, t'es un long métrage sur TikTok, ni plus ni moins. Alors ça peut suffire pour un tas de choses, en particulier pour des vidéos rigolotes ou jolies, moi ce que vous voulez. Et TikTok jusqu'à présent n'avait officiellement de toute façon aucune autre ambition que d'être une plateforme de divertissement. Hein. Il était même plutôt embêté qu'on l'utilise pour des infos, pour s'informer, voilà, pour un remplacement de Google, parce que c'est vraiment pas leur boulot. Mais avec tout le monde qui le copie, ils semblent vouloir se diversifier un petit peu, attirer d'autres créateurs de contenu ou d'autres types de contenu, les fidéliser aussi, leur permettre de mettre en avant des vidéos plus longues et payantes. Donc TikTok s'ouvre au paywall. Donc il y aura des collections qui peuvent aller jusqu'à 80 vidéos qui pourront coûter entre 1 et 190 $. Les fans pourront payer directement in-app. Donc en gros, TikTok devient une sorte d'OnlyFans, mais pas porno. C'est parce qu'il y a, évidemment, ça reste TikTok, hein, donc ça reste la même cible démographique et donc hors de question d'avoir des trucs aucun dessus, mais par contre, dans l'idée, c'est un peu le principe de OnlyFans finalement. Peut-être qu'on va voir apparaître des contenus un peu plus consistants sur TikTok, du coup, hein, peut-être pas des cours de géométrie différentielle, comme il y en a sur YouTube, hein, par ailleurs, mais des choses peut-être un petit peu plus approfondies, on va dire. Il y a déjà des contenus assez approfondis sur TikTok aussi. C'est ça qui est dingue avec cette plateforme, c'est qu'il y a des contenus... Sur 1 minute 30 en vrai, oui, à la hauteur de ce que ça peut être en 1 minute 30, bien sûr, mais il y a des contenus, hein. C'est assez dingue. Énormément de tutos à valeur ajoutée. Écoute, je sais pas, montre-moi si tu trouves des cours de CNRS en 1 minute 30, limite, alors ça m'intéresse. Non, évidemment pas à ce point-là. Non. Comme ça, c'est vite fait. Non, écoute, en tout cas, voilà, il y a une diversification de TikTok. Et puisqu'on parle de paywall, il y a Medium aussi qui a une initiative qui peut paraître au premier abord un peu excessive, mais qui préfigure aussi peut-être un autre modèle du web, hein, va savoir. Donc Medium est un site qui déjà possède une offre payante à 5 $ par mois, comme tant d'autres, hein, ça élimine la pub, ça permet de télécharger les articles en offline, etc. Et récemment, Medium a ouvert une instance Mastodon qui n'est ouverte qu'à ceux qui ont payé. Donc les 5 $ par mois. Et c'est très inhabituel parce que normalement, les instances Mastodon sont gratuites. Tout le monde peut se connecter. Le fait d'en verrouiller une, ça peut surprendre. Derrière un paywall comme ça, ça peut surprendre. Medium donne des arguments, un argument communautaire, puisque voilà, l'instance donc, qui s'appelle me.dm, donc Medium, voilà, avec le truc viré. Donc me.dm aura donc forcément une communauté plus saine, puisqu'on limite le risque de trolling et de toxicité, évidemment, c'est clair. Hein. Et elle devient en soi un bonus aussi pour les contributeurs. Donc c'est un petit peu comme si notre Discord était payant, sauf que bien sûr, il est gratuit chez nous. Non mais bref, c'est vrai que tu vois, je suis attaché évidemment à l'internet gratuit autant que n'importe qui d'autre, hein, bien sûr. Et mais si on se place dans un futur où Mastodon prend son essor aux dépens d'un Twitter de plus en plus moribond, admettons, c'est peut-être inévitable, parce qu'on l'a déjà dit, mais les instances Mastodon sont gérées par des bénévoles. Ouais. Twitter est une grosse boîte avec un gros chiffre d'affaires qui lui permet de payer des gros serveurs et des équipes de modération. Mastodon n'a rien de tout ça. Si le bénévolat, ça peut marcher avec des petits groupes d'utilisateurs assez bienveillants, ça marche plus du tout quand on est à grande ou à très grande échelle. Donc, à grande échelle, il faut payer pour les infrastructures, bien entendu, et puis il faut gérer la modération aussi, de centaines de milliers de postes. Donc, comment tu fais ? Donc le paywall, c'est une réponse qui est simpliste, mais qui est simple et qui finalement fonctionne aussi. Hein. Le ticket d'entrée, ça fait un premier tri qui limite les besoins de modération derrière, et les sommes récoltées, ça paye le matos.
Donc c'est pas idéal non plus, évidemment, puisque l'accessibilité maximale, c'est très important. Mais sinon, t'as du ciblage publicitaire, du trolling, des données perso qui se baladent, bon. Et du coup, ça se réfléchit. Les débords de Twitter et le relatif essor de Mastodon, finalement, ça pousse aussi à se poser des questions sur quel modèle on aime bien, qu'on aimerait bien, si tu veux, pour un Internet du futur, quoi. C'est intéressant, c'est une bonne question à se poser. C'est pas toujours réjouissant sous tous les aspects, mais c'est compréhensible. Avant qu'on passe à la suite, au passage, ça fait 2 fois qu'on cite Meta et on va citer un petit peu WhatsApp tout à l'heure, un petit peu, mais sous un angle Meta. On peut relayer rapidement. Cette semaine, il y a eu une nouvelle annonce de Mark Zuckerberg pour un licenciement de 10 000 employés supplémentaires. Il y a 3 ou 4 mois, c'était 11 000 licenciés. Donc, vous voyez que la tendance sur les licenciements de la tech continue de manière massive. Au bout d'un moment, il va falloir que ça s'arrête parce qu'il n'y aura plus personne à virer. Mais bon. Au passage, à propos de personnes qui sont licenciées, on va parler un petit peu de Twitter sous l'angle Elon Musk a racheté et en fait n'importe quoi. Et j'avais mentionné un petit peu ce collaborateur qui ne savait plus s'il était salarié ou pas. Et en fait, à la fin de l'enregistrement de l'épisode hebdo de la semaine dernière, j'avais été creuser le sujet. Et c'est encore plus compliqué que ça, en fait, Guillaume. Oui, ça y est. Donc, ça y est, c'est le moment de la bourde de Twitter de la semaine de la BTS. Enfin, non, des BTS, des bourdes de Twitter de la semaine. Aïe. Parce qu'il y en a plusieurs. Et oui, d'ailleurs, on va passer vite sur la première. Twitter avait, comme la BBC ou Facebook, un site, un oignon. Une version de son site sur le dark web, qui était accessible à tous via Tor. Donc voilà, quelles que soient les conditions de censure du pays, et dans une anonymité totale. Alors Twitter peut toujours être consulté via Tor, via un navigateur configuré pour Tor, il n'y a pas de problème. Mais le fait d'avoir un site dédié à Onion permet entre autres de ne pas avoir à passer par un relais de sortie du réseau Tor, qui peuvent être des points de faiblesse. Et bon, il semble que littéralement tous les gens qui s'occupaient de ça aient été virés de chez Twitter, donc il n'y a plus de site en oignon, il n'y a plus d'oignon et ça fait pleurer, et ça c'est quand même un comble. Donc après, c'est incroyable bon mot à faire rougir Raymond DeVos, de honte sans doute. Passons à la grosse bourde de Musk cette semaine, oui, avoir viré un employé handicapé et le regretter amèrement par la suite. Alors c'est vrai que tu avais déjà touché 2 mots, Guillaume, donc c'est un employé qui demandait à Musk sur Twitter directement s'il était viré ou non. Et finalement, non seulement il a répondu oui, mais en plus il s'est moqué de lui, donc Musk s'est moqué de cet employé, parce qu'il n'aurait jamais vraiment fait de boulot, fait un vrai boulot à cause d'un soi-disant, selon Musk, une soi-disant maladie des muscles. Alors pas de chance, l'employé en question c'est Haraldur Thorleifsson, et c'est pas un inconnu. Il est islandais, il a vraiment une dystrophie musculaire, il est en chaise roulante vraiment, et il peut vraiment pas taper sur le clavier comme il faut. Donc c'est un millionnaire de la tech, c'est le fondateur de Ueno, une boîte qui a fait du branding pour plein de grands noms, donc Apple, Airbnb, Dropbox, etc. La liste est très longue, et si longue que Twitter a d'ailleurs racheté Ueno en 2021. C'est pour ça qu'il est là, Haraldur. Et Haraldur, c'est aussi un philanthrope, qui a un gros capital sympathie, parce qu'il a insisté pour payer beaucoup d'impôts. C'est pas banal ça, quelqu'un qui insiste pour payer énormément d'impôts. Donc il a par exemple insisté pour que le paiement du rachat soit pas fait en actions, mais sous forme de salaire, pour lequel il a payé 46% d'impôts en Islande. En tout, il aurait payé dans les 500 millions d'impôts, ce qu'il a fait volontiers pour soutenir le système de santé islandais. Le système de santé, entre autres. Il a même été élu homme de l'année 2022 dans son pays. Et il est aussi partie prenante de plusieurs initiatives pour les handicapés. Bref, Elon s'est vraiment foutu de la gueule de la mauvaise personne. Et d'ailleurs, au passage, Haraldur, s'il était licencié, son indemnité de licenciement serait dans les 100 millions de dollars. Ce qui explique que Musk est peut-être plus trop enclin à le virer. Et pourquoi il s'est excusé d'ailleurs, chose rarissime. Et donc il voudrait le garder dans la boîte. Je sais pas si Haraldur, c'est parce qu'il sait très bien qu'il est cher à licencier, et voilà, je sais pas à quel point il a encore envie de rester chez Twitter. Tout de même, je sais pour l'instant, j'ai pas de nouvelles, mais enfin bon, effectivement, on comprendrait qu'il prenne son argent et qu'il s'en aille. Est-ce que tu penses qu'Elon Musk va lui proposer d'habiter dans sa future ville ? Ah écoute, pourquoi pas. Non, alors je pense pas, parce que la future ville elle est à Austin. Je sais pas, je pense que les co-Twitter, le QG Twitter est à San Francisco. Donc c'est vrai, puisqu'on parle d'Elon Musk, mentionnons donc sa dernière idée qui, il faut le reconnaître, était à la fois très cyberpunk et très rétro finalement, parce que ça consiste tout simplement à bâtir une ville privée pour les employés de SpaceX, Tesla et Boring Company à 56 km d'Austin à peu près. Donc ce sera une bonne centaine de maisons avec des loyers qui seront nettement en dessous du prix du marché, qui seront réservés aux employés. Alors bon, c'est assez bien, je veux dire, si vous êtes employé, vous pourrez avoir une maison tout à fait correcte à un prix ce qui est en dessous du prix du marché. Mais le problème, ça veut dire aussi que si vous n'êtes plus employé, vous êtes dehors, au sens propre et au sens figuré, tous les sens. Parce qu'un employé remercié doit aussi dégager de la maison dans le mois qui suit.
Donc tu travailles pour Musk, il gère ta pension, enfin voilà, il gère ta pension retraite, il gère ton assurance santé, il gère ta maison, il gère probablement aussi la vie dans ta ville, puisque c'est sa ville. Donc tu as une vie qui est totalement à la merci d'une méga corpo, et ça c'est très cyberpunk, mais c'est aussi un petit peu finalement ce qui se passait dans le nord de la France et en Belgique avec les corons, finalement, parce que les corons, c'est des petites maisons toutes identiques comme ça qui formaient des quartiers entiers pour les mineurs, et qui étaient souvent construites par les grosses compagnies houillères. Et voilà, concordance des temps, tout ça, mais bon, voilà. Bref, du coup, bientôt, tu pourras vraiment habiter chez Elon Musk. Quelle chance. Je me réjouis d'avance. Peut-être même qu'il fournira la voiture, on va savoir. Une belle Tesla. WhatsApp, Guillaume, j'avais dit qu'on reparlerait un petit peu de méta pour le Royaume-Uni. Ouais, WhatsApp en a marre des Anglais. Et Signal aussi. Bon, est-ce qu'on peut vraiment leur jeter la pierre ? Depuis quelques mois, ils se sont mis en tête de mettre en place leur online safety bill. On vous aime si vous nous écoutez du Royaume-Uni quand même, hein, mais bon. Mais non, mais bien sûr. Mais bon, il faut bien avouer que là, en ce moment, ils saoulent. Donc avec leur online safety bill, donc qui oblige toutes les compagnies à utiliser une technologie accréditée, entre guillemets, je cite, pour scanner les messages et filtrer les contenus pédopornographiques. Alors on leur a dit, on leur a expliqué que c'est pas possible, que même Apple a reculé sur le sujet d'ailleurs, parce qu'ils avaient quand même lancé l'idée. On a bien dû leur dire que les messages étaient chiffrés sur les serveurs de WhatsApp et Signal, et que donc ils ne pouvaient pas scanner quoi que ce soit pour quelque raison que ce soit, et que sinon il faudrait introduire une backdoor, une espèce de master key, qui donc affaiblirait la sécurité de tout le monde. Mais bon, ils veulent rien entendre, et bon, comme de toute façon 99% des utilisateurs de WhatsApp ne sont pas en Angleterre, ils vont se casser. Allez, Brexit, ciao. Et Signal fera exactement pareil si nécessaire, et parti comme c'est parti, d'ailleurs, ça sera le cas cette année même. Ce serait un précédent de fou. Tu crois que ça a une chance d'arriver à ce point-là, ou tu penses que ils vont jeter les bombes ? Vraiment, tu penses que ça va ? Ah oui. Disons que là, les Anglais sont partis pour voter la loi, et s'ils la votent, c'est clair que WhatsApp va partir. C'est clair et net. Incroyable. Bah, je sais bien qu'ils feront pas une mise à jour avec une backdoor, mais je ne sais pas. Ma question est plutôt du côté législatif, tu vois. Est-ce que le truc va aller jusqu'au bout ? Écoute, on verra. Bon, tu voulais nous parler de Tinder et de Tinder au Brésil en plus. Alors attention, moi ça me fait rêver, Guillaume. Oui, tout de suite. Non, justement, tu vois, la sécurité c'est important, et au Brésil, les hommes qui utilisent Tinder commencent à baliser sérieusement. Ça concerne aussi Grindr d'ailleurs et d'autres apps de rencontres sans doute, mais depuis un moment, ça devient régulier que des hommes se fassent catfisher, piéger sur Tinder par un faux profil de jeune femme attrayante et détrousser de manière express dans une impasse sombre. En fait, ce type de kidnapping express est rendu possible à la fois par les apps de rencontres et par un nouveau système de paiement ultra simple et rapide par QR code qui s'appelle Pix et qui fait absolument fureur au Brésil. Donc il y a 67% des Brésiliens qui utilisent Pix, dont des mafieux qui se font passer pour des meufs sexy de 20 ans sur Tinder. Donc désormais, 9 kidnappings sur 10 à Sao Paulo commencent sur une app de rencontre. Donc ça refroidit un petit peu les ardeurs. Et donc les hommes doivent redoubler de précautions. En fait, je pense que les femmes doivent avoir ce genre de réflexe depuis toujours. C'est vraiment, tu vois, et même que les gays d'ailleurs, qui doivent toujours se méfier des agressions, etc. Mais c'est, quelque part, les hommes hétérosexuels sont devenus une nouvelle cible démographique pour des agressions comme ça qui commencent sur des apps de rencontre. On commence à baliser sur les apps de rencontre. Voilà, c'est sans doute un souci d'ailleurs pour ces apps de rencontre pour lesquelles les gens sont de plus en plus méfiants. Peut-être que les gens iront moins. Bon, après, c'est vrai que si vous avez 51 ans et une petite brioche et que vous voyez une accorte jeune femme de 25 ans insister lourdement pour avoir un rencard avec vous dans son entrepôt désaffecté, ça peut interpeller un petit peu. Bon, après, imagine que ça soit vrai. Imagine de rater une telle opportunité si c'est vraiment une jeune fille de 25 ans. Mais la sécurité, c'est important, tu vois, mais parfois c'est difficile d'être totalement rationnel, que veux-tu ? Et oui, parfois notre rationalité est mise de côté au détriment de la sécurité, et c'est d'ailleurs aussi ce qui va nous amener à parler d'une anecdote malheureuse, Guillaume, la sécurité qui a été mise à mal par quelqu'un qui n'a pas eu la bonne idée de varier les mots de passe en fonction des différents services auxquels il était abonné. Oui, il y avait le croque-mitaine, les loups-garous, il y avait Baba Yaga, il y avait le chupacabra. Désormais, parmi ces histoires horrifiques classiques, on pourra rajouter l'histoire de Didi Boy. L'histoire se passe en 12 mars 2023, un matin tranquille que rien ne prédisposait au drame. Didi Boy se réveille et vers 10h se rend compte que son compte RuneScape n'est plus accessible. Pire, un peu plus tard, son compte Twitter aussi est compromis. Mais le cauchemar ne fait que commencer. Didi Boy n'est pas n'importe quel joueur de RuneScape, c'est un joueur puriste qui a passé 8000 heures à niveler le seul skill Slayer. En tout, il a passé 20 000 heures sur le jeu depuis des années pour créer un build de perso extrêmement rare, peut-être même unique, un build totalement non violent, non combattant. Un build qui est désormais ruiné,
parce que quelqu'un a effectivement pris possession de son compte et a joué avec son perso, et il a commencé à augmenter ses compétences de combat. Horreur. La pureté de son perso est détruite irrémédiablement. Plus tard, ajoutant l'insulte à la blessure, le hacker renommera carrément son compte « Same Password Everywhere ». Oh. Et oui, car Diddy Boy n'est pas innocent dans cette histoire. Il est à la fois la victime et son propre bourreau. Il a utilisé les mêmes mots de passe sur Twitter, sur RuneScape, sur combien de sites encore. Voilà. Il a péché, et il fut puni par la même. Voilà. 20 000 heures d'efforts foulés aux pieds seront sa pénitence. La morale de l'histoire, les enfants, c'est que la sécurité, c'est important. Et qu'il ne faut jamais négliger d'utiliser des mots de passe robustes, diversifiés, et d'utiliser lorsque c'est possible une authentification à 2 facteurs. Sinon, les hackers pourront venir vous dévorer. Eh ben, tu me fais froid dans le dos, Guillaume. Heureusement que je suis rassuré parce que j'ai mon gestionnaire de mots de passe qui m'aide encore et toujours à remplir ces objectifs-là de manière infaillible. Je n'en doute pas une seule seconde. Je devrais me taire parfois. On va terminer cette petite mini-rubrique sécurité avec une faille, Guillaume, avec une faille qui a un nom qui ne peut que nous ramener à nos âges perdus de collectionneurs de cartes à jouer et à collectionner. Oui, enfin, vraiment perdu, parce que Black Lotus... Enfin, Black Lotus n'est plus, donc du coup, une carte Magic à 5000 balles, qui coûte d'ailleurs encore probablement 5 ou 10 000 balles alors qu'elle est interdite depuis belle lurette, mais c'est aussi Black Lotus devenu un malware pas banal, parce qu'il est quand même vraiment sophistiqué, il est très difficile de s'en prémunir. Enfin, en tout cas, il est très difficile à détecter, donc, parce que déjà, c'est un bootkit. Donc un bootkit, c'est un malware qui se charge avant le système d'exploitation. Du coup, il en a profité évidemment évidemment, comme il est avant le système d'exploitation, il a absolument tous les pouvoirs. Donc il va empêcher consciencieusement le système de le détecter et de le détruire. Donc il va créer un pilote en mode noyau qui le protège d'à peu près tout. Donc il va en plus désactiver les protections comme Windows Defender, l'UAC qui demande l'autorisation d'accès du code en mode admin, mais aussi le sandboxing, donc le HVCI, le sandboxing par machine virtuelle, le BitLocker et compagnie, tout ça. Donc il va s'installer dans la partition EFI, dans la partition utilisée par le système UEFI, donc le boot, vraiment la partition système utilisée pas par le BIOS mais par l'UEFI, il peut tourner sans problème sous la dernière version de Windows 11, totalement à jour. Alors vous vous demandez sûrement comment ce chenapan se débrouille, étant donné qu'il y a quand même un truc sur PC qui s'appelle justement Secure Boot, et il exploite une faille découverte en août dernier. Donc le nom de famille de la faille c'est CVE 2022, 2022, et son prénom c'est 21894. Alors cette vulnérabilité, elle est déjà corrigée côté système d'exploitation. Donc les binaires avec des failles ont été mis à jour, mais ça suffit pas, parce que Black Lotus, il télécharge ses propres binaires, qui ont toujours les failles, et ses propres binaires sont toujours signés. Et le problème, c'est que l'UEFI voit qu'ils sont signés et qu'il n'y a pas de problème. En fait, ces binaires ne sont pas encore blacklistés dans les UEFI, et donc ça passe. Donc il faudrait mettre à jour la liste, mais l'OS installé, si tu mets à jour la liste dans l'UEFI, l'OS installé, du coup, cesse immédiatement de fonctionner. Enfin bon, il pourrait cesser immédiatement de fonctionner sur des centaines de milliers de machines dont l'OS n'est pas à jour. Bon. Voilà, une fois en place, si tu veux, pour virer Black Lotus, il faut tout réinstaller, tout reformater, y compris la partie UEFI. Black Lotus est très sophistiqué. Une fois qu'il est là bien au chaud, ce qu'il peut faire, c'est télécharger et installer divers trucs supplémentaires, bien sûr, divers malwares supplémentaires. Il peut répondre à toutes les demandes de son serveur, donc son serveur de command and control, là où le mec gère son petit botnet, et voilà. Donc Black Lotus se monnaie dans les 5 000 $ sur le dark web. Les mises à jour, c'est 200 $ à peu près. Très efficace, très discret. Franchement, peut-être que ça les vaut. je saurais pas dire. Mais bon, au passage, le bootkit ne s'installe pas si l'ordinateur est russe, biélorusse, moldave, arménien ou kazakh. C'est peut-être un indice de son origine. C'est possible, effectivement. Vous voyez, certains pays qui se sont protégés. Très bien, 5 000 $ à peu près le prix du Lotus Noir tel qu'ils peuvent se monnayer en tant que carte sur le... Est-ce que c'est une coïncidence? Va savoir. Oh, ça peut aller bien au-delà de 5 000 $ pour la carte, en tout cas. J'imagine aussi d'ailleurs pour la faille, Guillaume. On enchaîne avec le futur maintenant pour cet épisode supplément de Tech Café, et tu vas nous parler une fois de plus justement des mémoires du futur. Oui, on avait un petit peu parlé de l'ISSCC la semaine dernière. Donc c'était la International Solid State Circuits Conference, donc la conférence sur les circuits intégrés, quoi. Truc de barbu, quoi. Et donc oui. Cette semaine, on continue avec des nouvelles sur le futur des mémoires flash.
Donc ça a été Intel et SK Hynix qui ont dévoilé leur nouvelle puce de NAND, donc voilà les flashs que vous trouvez donc dans les SSD et tout ça, et ils vont dans des directions un petit peu différentes. Donc Intel vise la densité mémoire maximale avec des cellules à 5 bits et 192 couches, donc 5 bits par cellule, et 192 couches de cellules pour 23 gigabits par millimètre carré, soit environ 3 gigaoctets du millimètre carré. Ça fait, sur une puce complète, ça fait 208 gigaoctets par puce. Alors qu'SK Hynix, le coréen donc, de son côté, ne stocke que 3 bits par cellule, mais il réussit à faire un plat de lasagne extraordinaire avec pas moins de 300 couches de bits. C'est quand même impressionnant. On connaît à 1 terabit par puce, soit dans les 125 gigaoctets, mais par contre elle est plus rapide, puisqu'elle est environ à 194 mégaoctets par seconde en écriture. Et oui, non seulement les puces de flash sont désormais fabriquées en 3D, mais en plus elles sont de super lasagnes, voilà, avec des centaines et des centaines de couches comme ça. On a l'espoir d'arriver pas loin des 1000 couches vers 2030, mais c'est pas facile, parce qu'au plus le nombre de couches augmente, au plus elles sont fines, et ça pose des problèmes. C'est moins fiable, on doit aller beaucoup moins vite, parce que sinon ça multiplie les erreurs. Et de même, rajouter des bits par cellule n'est pas anodin, parce qu'on a en général des mémoires qui sont plus denses, mais qui sont aussi moins rapides. Donc il est quand même notable que la barre des 200 couches ait été passée l'an dernier, et que cette année on ait déjà des modèles à 300 couches. Donc on verra bien qui d'Intel ou de SK Hynix va gagner, bon probablement les deux d'ailleurs, chacun ayant leurs avantages et leurs inconvénients, mais c'est vertigineux de voir qu'on a désormais donc des flashs en 3D, qu'on atteint t'imagines 1000 couches, c'est incroyable. Les lasagnes ont même du souci à se faire, parce qu'à proportion, 1000 couches, les lasagnes, on n'est pas là, Guillaume. On parle un peu d'Intel qui revoit sa feuille de route et qui revoit un peu ses ambitions. Ouais, Intel cherche à réduire ses coûts, il est pas dans une phase très positive en ce moment, il réduit même discrètement la voilure sur des produits qui pourtant semblaient nécessaires pour se positionner face à la concurrence. Alors ici je parle en particulier du secteur du HPC, le calcul haute performance, sur lequel Intel lance sa première génération de GPU, les Ponte Vecchio, qui serviront dans le prochain super machin, son prochain Aurora, son super ordinateur qui va donc entrer en service dans le labo Argonne. Aurora utilise une combinaison bien connue de gros CPU couplés à de gros GPU, donc en l'occurrence des Xeon SP et des Ponte Vecchio, mais ça c'est plus la mode. Voilà, ça c'est fini. La mode, on l'a déjà un petit peu évoqué ici, avec par exemple les prochaines générations de puces Nvidia, les fameuses Grace Hopper, ou encore avec les prochaines Radeon Instinct MI300 d'AMD, la mode c'est de faire des XPU. Alors XPU parce que c'est plus des GPU, c'est plus des CPU, c'est des XPU. C'est-à-dire que vous mettez ce que vous voulez dans le X en gros, et souvent il y a les deux. Donc les XPU sont des systèmes sur puce, en fait, qui intègrent GPU, qui intègrent le CPU, qui intègrent de la mémoire aussi. Grosso modo, c'est un système sur puce comme vous avez sur téléphone mobile. Parce que vous avez déjà ce genre d'intégration sur téléphone mobile, sauf qu'évidemment là vous le surdopez aux stéroïdes, vous imaginez un énorme culturiste à la place de tout petit machin, et c'est un énorme machin, mais c'est un peu le même principe. Donc on inclut tout, gros CPU, gros GPU, accélérateurs divers si vous voulez, et mémoire ultra rapide, sur une même puce, ou en tout cas sur un même substrat, via des chiplets, qu'on connecte ensuite de manière ultra rapide. Donc le GH100 de Nvidia, c'est exactement ce principe, ça peut être des CPU Grace plus des GPU Hopper, ou alors ça peut être 2 fois plus de Grace comme on veut, donc c'est modulaire en plus, quand c'est modulable. Le MI300 d'AMD donc intégreront à la fois des cœurs EPYC, des cœurs Radeon, et 128 Go de mémoire HBM3 dans le même paquet. Et ça fait évidemment des puces absolument monstrueuses, le MI300 c'est 143 milliards de transistors quand même, donc c'est incroyable. Le but, c'est de faire la plus forte intégration possible et de rapprocher au maximum, toujours pareil, la mémoire et les unités de calcul. Alors, la réponse d'Intel à tout ça, parce que voilà, on a parlé d'AMD, on a parlé d'AMD et de Nvidia, on n'a pas parlé d'Intel. Et Intel devait donc dévoiler ses XPU, dont le nom de code était Falcon Shores. Donc Intel avait même prévu d'ailleurs un rafraîchissement, enfin une mise à jour de Ponte Vecchio, qui se sera appelé Rialto Bridge, et qui semble apparemment avoir passé à la trappe. Et donc Falcon Shore, quant à lui, était censé se mettre vraiment en face du Instinct MI300. Donc le truc, c'est qu'il va prendre du retard. Apparemment Falcon Shore, beaucoup, a été repoussé de 2 ans à peu près, grosso modo. Donc ça va laisser le champ libre à Nvidia et AMD sur ce créneau, pendant les 2 prochaines années, ce qui n'est pas idéal. Alors, il va bien y avoir les Xeon SP avec HBM intégré, on en avait parlé déjà dans un précédent épisode supplément, mais même si Intel est désormais optimiste quant à la mise en service de son superordinateur à 2 exaflops, donc le fameux Aurora cette année, la concurrence n'attend pas, elle continue, ça continue à se développer. Il est clair que même s'ils reviennent dans la course en 2025, peut-être 2026, il est probable que les prochains rois du top 10 des superordinateurs les plus puissants ne soient pas en Intel. Et ça, c'est quand même un souci c'est un souci de crédibilité, c'est un souci
c'est un souci d'image sur le secteur dont il se serait probablement bien passé, quoi. Intel n'est pas dans une courbe très dynamique là-dessus, en tout cas. Ça fait plusieurs épisodes et plusieurs mois qu'on en parle. C'est pas la catastrophe, mais à suivre, bien entendu. Les métasurfaces qui pourraient succéder aux technologies d'affichage des écrans LCD, Guillaume, à quoi ça pourrait bien servir? Oui, c'est encore une nouvelle technologie d'écran pour remplacer le LCD. C'est la promesse des chercheurs de NTU. Alors, NTU, c'est Nottingham Trent University. Pour le moment, on sait bien que les LCD sont arrivés à leur limite. Ça y est, en gros, ça devient très difficile de les améliorer significativement, quoi. Donc le futur, de toute façon, semble tout tracé, puisqu'il y a l'OLED et les micro-LED, donc avec entre les deux des choses comme le QD-OLED, par exemple. Bon, le truc, c'est que l'OLED, c'est encore cher. Ça se fabrique pas de la même manière que les écrans LCD du tout, donc il faut de nouvelles chaînes de fabrication, de nouvelles usines. Et en plus, l'OLED a tendance à être un peu fragile et à pas vieillir très bien. Le micro-LED corrige tout ça. Le problème, c'est que c'est encore une autre technologie, donc on est encore à ses débuts, on va dire. Donc les chercheurs, eux, ont cherché à trouver une autre manière de moduler la lumière dans rétroéclairage, mais pas avec des grosses molécules de cristaux liquides comme ça qui bougent, mais avec des métasurfaces. Alors les métasurfaces sont des métamatériaux. Alors les métamatériaux, ce qu'on appelle les métamatériaux, sont des matériaux dont la géométrie microscopique est très complexe. Et en fait, cette géométrie microscopique, donc complètement invisible à l'œil nu, elle compte autant, sinon plus, que la nature du matériau lui-même. Donc dans le cas de la métasurface, par exemple, c'est un film plat sur lequel il y a des mini-structures qui se répètent et qui ont des tailles qui sont inférieures à la longueur d'onde de la lumière visible. Oula, des nanopavages, quoi. Des nanomètres, oui. Quand je dis micrométrique, c'est nanométrique, en fait. C'est vraiment un nanoscopique. Donc elles sont inférieures à la longueur d'onde typique de la lumière visible. En fait, dans la gamme. Donc, elle peut donc interagir avec. Donc, cette structure va interagir justement avec les ondes parce qu'elle a la bonne taille. Et donc, elle va donner des propriétés optiques que le film tout simple n'aurait pas. En particulier, le film peut devenir opaque alors que sinon, il serait transparent. Alors, c'est pas vraiment nouveau, les nanomatériaux, les nanostructures comme ça, c'est pas nouveau, mais en général, c'est statique. C'est-à-dire, tu les fabriques. Souvent, c'est des processus de fabrication qui ressemblent un peu à ce qu'on fait sur les microprocesseurs d'ailleurs. Donc, tu fabriques ces nanomachins, là, ces nanostructures, et après, elles sont fixes. Et donc, les propriétés qu'elles donnent aussi. Et donc, là, l'idée, c'est de faire bouger ces nanostructures pour justement changer les propriétés macroscopiques, les propriétés qu'on voit. Mais là, donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu l'idée de chauffer, en fait, très légèrement, très localement, le film. Tu chauffes le film à un endroit, un petit point, et ça modifie, du coup, ça se déforme, ça modifie la forme des nanostructures, et ça fait passer le film d'opaque à transparent. Ou l'inverse, d'ailleurs, je ne sais plus, mais bon, l'idée est la même, de toute façon. On prend un film très fin de silicium, de lequel on fait des petits trous. Mais vraiment des petits trous, comme tu disais, c'est vraiment des petits trous, ils font entre 78 et 110 nanomètres. Un nanomètre, c'est un milliardième de mètre, donc c'est vraiment très 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 faible, de tout petits trous. Le tout forme une espèce de grille, comme ça, et on sandwich ça avec des couches d'indium-étain. Alors, indium-étain, c'est du conducteur, c'est un conducteur transparent, comme ça, et ça peut être utilisé pour le chauffage. Ces conducteurs, ça permet d'envoyer du courant qui chauffe à certains endroits. Donc le pixel de démonstration ne consomme que très peu d'énergie. Bon, ils ont fait 3 pixels, je crois, pour l'instant, donc évidemment, c'est le début, c'est une expérience de laboratoire. Ouais. Mais bon, ils consomment très peu d'énergie, ils basculent très très vite, ça pourrait donner des écrans à 1600 Hz. Leurs pixels sont faits avec du silicium. Donc il dit silicium, voilà, les industriels ils ont quand même l'habitude du silicium. C'est transmissif, donc c'est comme le LCD, donc ça veut dire que ça a besoin d'un rétroéclairage. Par contre, il n'y a pas besoin de filtre polarisant, comme c'est le cas sur le LCD. Donc ils sont en film ultra mince, et donc ça fait, parce que voilà, le film de silicium que je vous ai dit, il est transparent parce qu'il est aussi excessivement fin. Donc ça pourrait donner des écrans très très fins, très très légers. Ça ouvre la possibilité donc à des trucs qui sont probablement flexibles aussi, qui absorbent très peu la lumière. Donc ils ont un très bon rendement et apparemment ils sont très durables. C'est-à-dire qu'ils se dégradent pas dans le temps comme le font les OLED par exemple. Donc c'est des candidats crédibles à remplacer les LCD. Alors après, est-ce qu'ils vont le faire? Évidemment, c'est pas sûr. Le temps que ça se transpose dans un grand nombre de pixels, tu sais, je t'ai dit, il y a 3 pixels pour le son, pour le moment, 3 pixels en noir et blanc. C'est, voilà. Donc le temps que ça passe en nombre de couleurs, on dirait que ça passe en couleur, ça passe sur un grand nombre de pixels, que ça sort des labos pour arriver à une usine, arriver à la FNAC, arriver dans ton salon, bon... Les micro-LED et les OLED, ils ont encore progressé d'ici là. Donc il est possible que ça soit compétitif encore à ce moment-là, mais bon, c'est pas totalement clair, mais c'est une piste de recherche intéressante et relativement originale. Top. Oui, 3 pixels, ça paraît vraiment ridicule, mais je pense que c'est un premier pas. J'imagine qu'il faut bien passer par là pour faire des grands écrans. De toute façon, les écrans OLED, tu crois qu'ils ont commencé comment? 5 pixels. C'est pareil. Stockage d'énergie, Guillaume, pour conclure cet épisode.
Alors non, parce que je voulais parler de supraconductivité avant. Oh bah alors rien à voir. Oui, non pardon, oui, je sautais une ligne, c'est ça que tu veux dire. C'est exactement ça que je veux dire. Eh ben écoute, tu l'as très très bien dit. Du coup, parlons plutôt de supraconductivité, Guillaume. Oui, faisons ça. Donc la supraconductivité. La supraconductivité pour tous revient, ça y est, elle revient dans les gros titres, enfin presque. Il faut dire que la supraconductivité, bon voilà, ça fait rêver. C'est un mot qui déjà, la supraconductivité, c'est un mot de science-fiction, c'est un mot qui fait rêver un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire exactement d'ailleurs? La supraconductivité, ça veut dire que tu peux justement, que c'est tellement conducteur que tu peux faire passer du courant sans aucune résistance dans un matériau. Donc autant dire que c'est un truc de ouf malade, c'est un truc de fou furieux, c'est incroyable. Et en fait, c'est un état, même scientifiquement, c'est absolument incroyable. C'est un état de la matière très particulier dans lequel les électrons forment des couples. Pourtant, les électrons, ils ont la même charge, normalement ils se repoussent, ils n'ont pas de raison de faire des couples. Mais en fait, ils forment des couples, c'est-à-dire qu'ils interagissent de manière synchrone. Et souvent, c'est des couples TGV d'ailleurs, parce qu'ils peuvent être très loin les uns des autres. C'est ça aussi qui est très étrange, c'est que les électrons qui forment des couples, des paires, peuvent être très éloignés les uns des autres. Mais en fait, ils interagissent par l'intermédiaire du réseau cristallin. C'est assez incroyable. Donc, ils interagissent entre eux, si bien qu'ils finissent par se comporter comme un couple, comme une particule différente, comme une autre particule. Tu peux pas différencier, tu peux pas complètement dissocier le comportement d'un électron par rapport à l'autre. Il se comporte comme une seule particule, mais une particule différente d'un électron. Donc ces couples de particules, qui deviennent donc des nouvelles particules, peuvent elles-mêmes se condenser parce que ce sont des particules différentes qui ont des propriétés différentes des électrons et qui peuvent se superposer dans le même état quantique. Donc elles agissent, toutes ces particules, toutes ces paires, en fait, s'empilent, on est comme dans le même état quantique et après c'est comme si toutes devenaient une seule espèce de soupe qui agissent d'une manière complètement inédite. Parce que cette soupe, elle a des propriétés énergétiques qui sont complètement différentes des propriétés des particules indépendantes. Et en fait, même cette soupe, cette espèce de matière condensée, comme on dit, elle est forcée d'avoir un minimum d'énergie. Et du coup, les électrons ne peuvent pas se diffuser et cette espèce de soupe d'électrons se déplace en fait dans le matériau sans aucune résistance. Elle ne perçoit aucune résistance. Donc, il n'y a aucune déperdition thermique. Et du coup, en fait, la plupart des soucis qu'on a avec la transmission du courant, ça vient de la résistance. C'est ça qui gonfle. Je veux dire, c'est ça. Ça chauffe, ça fait des pertes. Ça fait que je peux pas monter mon Core i7 à 35 GHz. Et ça, c'est vraiment triste. Bon. Donc, la supraconductivité, ça place le métal dans un état où, en plus, il ne supporte pas les champs magnétiques. C'est une autre propriété de la supraconductivité. Le métal supraconducteur, quand il est dans un état supraconducteur, il a horreur des champs. Il repousse les lignes de champ. En fait, il les repousse si fort qu'il peut même carrément l'éviter. Si tu mets un champ suffisamment fort et que le truc est pas trop lourd, il repousse les champs magnétiques à tel point que il évite. C'est comme ça, effectivement, qu'on fait de la lévitation magnétique. Bref, c'est vraiment très cool comme état. Et ça vient de cet état de paire de Cooper, comme on appelle ça. Alors c'est des paires de Cooper, mais ça n'a rien à voir avec le scrotum de cet acteur aux yeux bleus glaciers, cet acteur magnifique, n'est-ce pas? Ces paires sont fragiles, hein. C'est des paires qui sont extrêmement fragiles. La moindre agitation, l'agitation thermique par exemple, c'est fini, ça part. Donc on a l'habitude de voir des supraconducteurs à des températures très très basses en général, ce qui est pas très pratique dans la vie de tous les jours, mais on utilise quand même des supraconducteurs. Hein. Quand tu vas à l'hosto te faire un IRM, t'as des aimants, t'as des supraconducteurs, des aimants supraconducteurs autour de toi. Hein. Okay. Et ça suppose un matos qui est donc vraiment très sérieux. On l'utilise dans plein d'endroits, mais c'est vraiment très lourd. Donc plus récemment, on a aussi des phénomènes de supraconductivité à plus haute température, donc moins froid, mais à des pressions phénoménales. Par exemple, on a réussi à faire un supraconducteur à 13 degrés, mais à 267 gigapascales. Alors si je ne me suis pas planté dans la conversion, c'est 2,6 millions de fois la pression atmosphérique. Ah oui, ça fait beaucoup quand même. Ouais, donc il faut des espèces de pressants de diamants de fous furieux. Enfin, c'est même encore plus chiant, en fait. C'est un environnement d'entraînement parfait pour Son Goku, ça. Ah bah, je sais pas, en tout cas, c'est assez vénère. Mais bon, ça motive, si tu veux, le fait qu'on puisse monter la température, ça motive à essayer de voir si on peut monter la température et faire baisser la pression. C'est important de faire baisser la pression de temps en temps. Toujours. Hein, faut être chill un petit peu. Bon. Donc, et là, c'est un groupe de chercheurs, justement, qui ont réussi à trouver un matériau qui est supraconducteur à 20 degrés et qui ne nécessite que 10 000 fois la pression atmosphérique. Ah, c'est bien. 10 000 fois la pression atmosphérique, c'est une pichenette, je veux dire, c'est ridicule. Bon. Donc c'est vraiment un événement majeur, et en plus c'est joli. Ah. Ouais, c'est joli parce qu'ils prennent un morceau de lutécium, première fois que j'entends ce mot, donc c'est du lutécium, de l'hydrogène et de l'azote, je pense qu'il y a un truc comme ça,
Et donc, et c'est bleu en général, ce truc-là c'est bleu, et puis après, quand tu le mets sous presse, en fait, ça devient bleu foncé, puis rose, puis rouge vif sous la pression. Donc voilà, c'est une pression de plusieurs milliers de bars, c'est quand même conséquent. Et bon, si la découverte est avérée, bah, c'est la fête, hein, parce que démontrer qu'on peut passer de 2,6 millions à 10 000 fois la pression atmosphérique seulement, ça laisse bah, un tout petit bout du chemin pour rendre les choses réalistes. Exactement, ça suppose qu'on peut faire encore mieux. Et il y a même des gens qui disent, mais c'est vraiment possible en fait de faire encore baisser la pression, il n'est pas du tout exclu, si c'est vraiment avéré que dans quelques années, on ait des supraconducteurs à température ambiante. Et sous des pressions, disons, gérables, hors d'un laboratoire. Parce qu'il y aura probablement toujours une pression qu'il faudra appliquer, mais ça, si c'est gérable, si c'est faisable, si c'est dans un conditionnement dans la vie de tous les jours, ce serait absolument incroyable. Alors, ça, c'est avéré, parce que malheureusement, l'équipe qui est à l'origine de l'article publié dans Nature a déjà publié un article un petit peu là-dessus et a dû rétracter ce truc-là, parce que, voilà. Donc du coup, cette rétractation, évidemment, ça fait qu'il y a des doutes sur ce travail-ci. Alors c'est une équipe de Rochester qui s'en défend et qui assure que justement, ils ont été 2 fois plus rigoureux cette fois-ci, et ils sont confiants dans leurs travaux. Et de toute façon, vu la relative faiblesse des pressions utilisées, cette fois, il y a plein d'autres labos qui vont se jeter sur la presse et essayer de reproduire tout ça. Donc on sera vite fixé, et donc il n'est pas complètement hors de propos d'espérer une banalisation des supraconducteurs dans un avenir de quelques décennies, peut-être de quelques années, ou peut-être quelques décennies, je sais pas, mais dans tous les cas, ce serait vraiment transformatif. Ce serait une révolution. Le fait qu'ils aient dû se rétracter, c'était sur ces mêmes travaux ou c'était sur d'autres travaux ? Non, c'est sur d'autres travaux, sur la même thématique. Okay. Ils ont dû se rétracter parce que, en gros, les résultats étaient très 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 difficiles à reproduire et il y avait un problème technique, si tu veux, et bon, voilà, le truc a été rétracté. Là, pour le coup, évidemment, c'est pas la portée du petit chimiste du coin, mais enfin, c'est quand même vraiment beaucoup plus facile à reproduire comme expérience. L'argument de dire que parce qu'ils ont eu à se rétracter une autre fois, ils ont été 2 fois plus sérieux, ça se tient aussi. Ok, est-ce que cette fois-ci, tu m'autorises à t'inciter, Guillaume, à parler de la géothermie ? C'est ça, ou est-ce que j'insère encore un nouveau sujet ? Non, on va parler de géothermie. C'est vrai, quand on parle d'énergie renouvelable, on parle d'éolien, de solaire, parfois d'hydraulique, mais parfois de nucléaire, alors que c'est pas renouvelable. Mais bon, on parle très rarement de géothermie. Bon, il faut explorer toutes les pistes. Hein. Je veux dire, là, on est dans un état, si tu veux, où je pense que tout est bon à prendre, on va dire, comme source d'énergie décarbonée. Et donc, il y a même une agence gouvernementale aux États-Unis qui est une émanation de la DARPA, qui s'appelle la DARPA-E, qui s'occupe précisément d'ailleurs de ça, de faire un petit peu de la recherche tout feu tout flamme sur les nouvelles formes d'énergie, quoi. Hein. Et donc, en l'occurrence, ils ont alloué des fonds, le gouvernement a alloué pas mal de fonds aux expériences en géothermie. Donc en gros, la Terre a un noyau super ultra chaud, hein, et donc au plus on creuse profond, au plus la température monte. Alors bien, il faut creuser vraiment profond, parce que si tu creuses 10 ou 20 mètres, ça va être froid, ça c'est sûr. Mais si tu creuses à 10 km, alors là c'est carrément très chaud. Et bon, c'est pas facile de creuser évidemment aussi profond, c'est sûr. 10 bornes sous terre, voilà. Donc la géothermie, du coup, on l'utilise, mais principalement dans des endroits où naturellement c'est déjà chaud, pas trop profond. Voire en surface, comme en Islande par exemple, ou des zones avec une activité volcanique, tout ça, où c'est pas très difficile d'aller chercher de la température, et bon, il faut des températures entre 200 et 300 degrés, quoi. Donc Fervo, c'est une startup qui étudie comment optimiser le rendement des centrales géothermiques, comment utiliser les puits comme batterie, ou comment exploiter plus de zones que celles où la chaleur est déjà presque en surface. Donc pour optimiser le rendement, et même pour servir de batterie, il faut utiliser la pression. Donc une centrale géothermique, elle est assise sur un puits. En fait, hein, c'est un puits, donc un trou, tout simplement, très profond, qui part à la verticale dans la terre et qui se poursuit donc ensuite, qui arrive à une certaine profondeur désirée, puis qui se poursuit horizontalement, voilà, à travers une espèce de série de craquelures qui forment une sorte de radiateur naturel. Et puis après, il y a un deuxième puits qui remonte, et plus loin, hein, pour la sortie. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on injecte de l'eau dans le premier trou. Donc c'est l'eau, elle descend, elle passe par les infractuosités de la roche profonde où elle se réchauffe, et elle ressort chaude du deuxième trou. Très chaude, cette chaleur est ensuite transformée en énergie de manière classique, c'est-à-dire avec turbine et compagnie. Donc comment stocker l'énergie si on a ce genre de dispositif ? Il suffit de boucher le trou, c'est-à-dire le deuxième trou, le trou où ça sort. Donc si on le bouche et qu'on pompe un max d'eau quand même, l'eau va se chauffer, monter en pression,
Et donc, après un moment, on arrête, on met un bouchon, pop, et on attend. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a? On a un réservoir d'eau sous pression. Et ce réservoir d'eau sous pression, dès que tu débouches un endroit, enfin un bout, cette pression, elle va sortir très très vite et très très joyeusement, et elle peut être rentabilisée. Et donc, en fait, ce qu'on a, c'est une batterie, tout simplement une batterie à pression. Une batterie d'eau sous pression. Donc, c'est un principe validé, ça marche comme prévu. Enfin, ça a déjà été utilisé. Donc, à la limite, pourquoi pas, il y a eu des expérimentations là-dessus. Ça fait partie des expérimentations sur les concepts de stockage massif d'énergie, stockage massif d'énergie. On parle pas de, tu vois, les batteries c'est bien, mais là c'est vraiment du stockage massif. Et donc c'est des stockages qui sont autres que des batteries classiques, comme on pense au Li-ion ou au phosphate, etc. Donc on peut aller plus loin, mais bon, après ça va sans doute être plus controversé parce que il y a aussi des pistes pour optimiser, pour exploiter. Alors pour optimiser le rendement des géothermies, effectivement, il y a aussi cette idée d'envoyer de l'eau sous pression, ça se fait aussi. Puis il y a une autre piste pour exploiter plus de sites pour la géothermie et de creuser des puits plus profonds, si tu veux. C'est-à-dire là où la géothermie n'est pas forcément utilisable, tu vas essayer de la rendre utilisable quand même en creusant un puits à la profondeur que tu veux, et ensuite en utilisant de la fracturation hydraulique pour créer justement le réseau de crevasses en profondeur qui sert de radiateur. Donc c'est une fracturation hydraulique comme on utilise pour les hydrocarbures non conventionnels, hein, mais là c'est pas pour libérer des hydrocarbures, hein, c'est juste pour créer un endroit où on va donc un endroit particulier où on veut installer une centrale. On va essayer de créer un réseau souterrain comme ça. Donc on va fracturer une bonne fois pour créer un réseau souterrain et avoir cette espèce de radiateur naturel. Alors évidemment, il y a plus d'inconnus, ça peut provoquer des petits séismes, ça s'est déjà vu, il y a déjà eu des expérimentations, et il reste pas mal d'inconnus aussi sur la pérennité des failles, sur leur étanchéité, sur les micro-organismes qui pourraient nicher là, parce qu'apparemment il y a des trucs qui peuvent vivre là, c'est extraordinaire, mais j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui peuvent vivre partout. Bref, c'est un sujet de recherche, mais bon, c'est vrai que c'est quand même tentant, toute cette chaleur sous nos pieds. Hein, Oh oui. Donc quand je disais que l'administration de Biden avait parié 74 millions sur la géothermie et sur son optimisation, c'est que les chiffres font rêver. Je veux dire, si on a fait des estimations, on a dit que si on arrivait à exploiter juste 2% de l'énergie géothermique qui est disponible entre 3 et 7 km de profondeur, ça représenterait 2000 ans de consommation d'un pays comme les États-Unis. Quand même. Et oui, c'est 10% de l'énergie thermique des profondeurs terrestres comblerait tous nos besoins pour 2 millions d'années. Enfin, le potentiel est illimité. Donc voilà, je pense qu'il va donc falloir rappeler Chag pour aller retrouver Bic et Bac dans les mondes engloutis. Je sais pas ce qu'ils glandent ces deux-là depuis. Ça fait un moment qu'ils sont foncés bien trop profond. Ouais, là. Je pensais à Made in Abyss, moi, tu vois, dans l'angle des dessins animés sur le sujet des grands puits. J'ai toujours eu peur de regarder la 2e saison, au passage. J'ai été traumatisé par la première, j'ai jamais regardé la 2e saison. Je sais pas si j'aurai le courage un jour. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette revue très complète de l'actu tech, pour ce supplément de Tech Café. Si jamais vous vouliez les incontournables, je vous le rappelle, vous pouvez écouter l'épisode précédent de Tech Café. Et puis, de toute façon, on va se retrouver dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Mais en attendant, on se doit de vous rappeler où on peut interagir. Le plus simple, c'est probablement de venir discuter entre vous et avec nous sur le serveur Discord de Tech Café, techcafé.fr/Discord. Vous pouvez également suivre tous les épisodes, toutes les publications, et puis commenter les épisodes sur techcafé.fr. Bien évidemment, vous pouvez soutenir le podcast en vous rendant sur patreon.com/techcafé ou en déposant un avis sur Podcast Addict ou sur Apple Podcast, et rentrer en contact avec nous vraiment à titre individuel, à titre perso. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Là, je crois qu'on va me retrouver sur YouTube pour aller voir à quel point les mondes engloutis ont mal vieilli. J'ai un petit peu peur. Ouais, j'avoue. Ça n'a pas été remasterisé à un moment donné, ça, hein? Non? Ouais, non, je crois pas. Remasterisé? Comment tu remasteriser je sais ça, pas. Que ça vieillisse moins. 4K, 3D, HDR. Je crois que j'avais revu des premiers épisodes en plus. Et alors je te confirme, ça avait très mal vieilli. J'imagine. Merci Guillaume, je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr ou sur les réseaux sociaux. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous. Il semblerait que leur prestataire audio... Pardon. Excuse-moi. Période difficile, tu as raison. N'est-ce pas? Oui.